Avec Phèdre, Racine écrit une pièce qui restera un modèle de tragédie classique. Vous allez voir que cette pièce obéit à toutes les règles du théâtre classique. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action et bienséance. En plus, Racine s'applique à suivre à la lettre les préceptes d'Aristote dans sa poétique. En effet, pour Aristote, la tragédie doit provoquer un mélange de terreur et de pitié, afin de purger les spectateurs de leur passion, en les vivant par procuration au théâtre. C'est ce qu'il appelle la catharsis. La terreur et la pitié. Ces deux ingrédients sont bien présents dans la pièce de Racine. D'ailleurs, selon les mises en scène, l'accent sera mis plutôt sur l'un ou sur l'autre. Racine écrivit le rôle de Phèdre en pensant à une actrice, la Champmeslé, qui fut aussi un temps son amante. Cette pièce fut le plus grand triomphe de la Champmeslé, qui fit pleurer son auditoire à chaudes larmes. Nous sommes plutôt du côté de la pitié. De même, je vous laisse écouter la manière dont Sarah Bernard interprète le rôle de Phèdre en 1910. Moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu. Ce serait avec vous, retrouvé ou perdu. Les larmes et la compassion prennent le pas sur la terreur. Dans les mises en scène plus modernes, les acteurs accentuent l'expression de la terreur par la violence de leurs gestes et la dureté de leur élocution. Dans la célèbre mise en scène de Patrice Chéreau, le cadavre d'Hippolyte est carrément représenté sur scène, au premier plan. Dans la première scène, Hippolyte confie à son gouverneur Théramène qu'il part à la recherche de son père Thésée qui a disparu. Mais il avoue ensuite qu'une deuxième raison le pousse à quitter Trézène. Il est amoureux d'Aricie, une jeune fille qu'il ne peut pas épouser pour des raisons politiques. Thésée lui interdit d'avoir toute descendance. Pour bien comprendre, je vous propose de revenir un instant sur l'histoire de Thésée. Égée, le père de Thésée, était roi d'Athènes. Ayant perdu la guerre contre la Crète, il devait tous les 3 ans envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles pour nourrir le Minotaure, un monstre mi-homme, mi-taureau, que le roi de Crète, Minos, gardait dans un labyrinthe. Thésée se rend alors en Crète pour combattre le Minotaure. En arrivant, il séduit Ariane, fille de Minos et sœur de Phèdre. Ariane, amoureuse, trahit son père et donne à Thésée un moyen de sortir du labyrinthe, une bobine de fil qu'il suffirait de dérouler pour retrouver le chemin du retour. C'est le fameux fil d'Ariane. Après avoir combattu et tué le Minotaure, Thésée enlève la princesse Ariane, mais, se lassant d'elle, il l'abandonne finalement sur une île. À son retour, Thésée oublie de hisser les voiles blanches de son bateau. Voyant de loin s'approcher les voiles noires, Égée pense que son fils est mort. Désespéré, il se jette dans la mer. C'est depuis cette époque que la mer qui borde les côtes grecques s'appelle la mer Égée. À la mort de son père, Thésée devient roi d'Athènes, mais il doit d'abord exterminer ses cousins, les Palantides, qui contestent sa légitimité. Aricie est la seule survivante de ce massacre. Pour ces raisons éminemment politiques, la jeune fille n'a pas le droit de se marier ni d'avoir une descendance. L'amour d'Hippolyte pour Aricie est donc un amour impossible. Scène 3. Phèdre est désespérée au bord du suicide. Elle finit par avouer à sa nourrice Œnone la terrible vérité. Elle est passionnément amoureuse d'Hippolyte, le fils de son mari Thésée. L'aveu de Phèdre à Œnone est terrible, elle retrace l'histoire de ses souffrances. Œnone sur scène est comme le spectateur, prise de terreur et de pitié. Pour en savoir plus, je vous invite à voir mon commentaire vidéo sur ce passage. Pourquoi l'amour de Phèdre est-il si coupable? Eh bien, le problème, c'est qu'Hippolyte est le fils de Thésée de son précédent mariage avec Antiope. Les sentiments de Phèdre sont donc à la fois adultères et incestueux. Mais il faut savoir que cette passion coupable est inspirée par la déesse Vénus, la déesse de l'amour, qui poursuit Phèdre de sa malédiction. D'où le vers très célèbre. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Pourquoi Vénus est-elle aussi vindicative à l'égard de Phèdre? Dans la mythologie, Vénus, c'est Aphrodite, mariée à Héphaïstos, dieu du feu, des forges, de la métallurgie, des volcans. En latin, on l'appelle Vulcain. C'est un personnage contrefait et boiteux, et il est toujours très occupé. Alors Vénus le trompe avec un dieu beaucoup plus séduisant, Arès, ou Mars en latin, le dieu de la guerre. Mais Hélios, le dieu du soleil, aperçoit les deux amants lors de sa course quotidienne. Il prévient alors Héphaïstos qui va concevoir un piège, un filet magique qui emprisonne le couple. Bien sûr, tous les dieux sont prévenus, et ils ne retiennent pas leurs moqueries. Vénus, atrocement vexée, va poursuivre la descendance d'Hélios de sa vengeance. Or Phèdre est la fille de Pasiphaë, qui est elle-même la fille d'Hélios. Pasiphaë elle-même fut victime de Vénus, qui lui inspira amour et désir pour un taureau, relation contre nature qui donna la naissance du Minotaure. En tout cas, cette histoire éclaire notre pièce. Phèdre n'est pas complètement coupable, elle est surtout victime d'une malédiction. C'est cela qui intéresse Racine. Dans sa préface, il indique que Phèdre a toutes les qualités qu'Aristote demande dans le héros de la tragédie et qui sont propres à exciter la compassion et la terreur. En effet, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. À la fin de ce premier acte, coup de théâtre, on apprend que Thésée est mort. Cela provoque une crise politique, à qui revient le trône d'Athènes. Aricie, la fille des anciens rois, Hippolyte, le fils de Thésée avec sa première épouse Antiope,
Acamas, le fils de Phèdre, avec Thésée. La mort de Thésée a une deuxième conséquence, il n'y a plus de lien de parenté entre Phèdre et Hippolyte. Sa passion n'est donc plus ni adultère ni incestueuse. Œnone fait voir à Phèdre combien la situation a changé. Il faut qu'elle aille consulter Hippolyte pour organiser la succession de Thésée. Dans la première scène de l'acte 2, Hippolyte propose à Aricie un arrangement politique. Il régnera sur Trézène, Aricie aura Athènes et Acamas récupérera la Crète de son grand-père. Puis Hippolyte succombe à ses émotions et déclare son amour à Aricie. La jeune femme avoue que cet amour est réciproque, mais les épanchements sont interrompus par l'arrivée de Phèdre. Phèdre se conduit comme une veuve qui pleure son mari. Pourtant, à travers l'éloge qu'elle fait de Thésée, on reconnaît davantage le portrait d'Hippolyte. Ce double discours fait place à un aveu où Phèdre déclare son amour au jeune homme. Sidéré, le jeune homme reste silencieux. Je vous propose de regarder mon commentaire vidéo sur cet extrait. Nouveau coup de théâtre, on apprend que Thésée est vivant et bientôt de retour à Trézène. Le retour de Thésée désespère Phèdre, qui devient d'autant plus coupable qu'elle a désormais avoué son amour à Hippolyte. Et si Thésée venait à découvrir la vérité? Œnone propose à Phèdre de mentir et d'annoncer à Thésée que c'est Hippolyte qui lui a fait des avances. Phèdre est d'abord indignée, puis elle s'en remet à sa nourrice. Que ne demande point votre honneur menacé? C'est un trésor trop cher pour oser le commettre. Quelque loi qu'il vous dicte, il faut vous y soumettre, madame, et pour sauver votre honneur combattu, il faut immoler tout et même la vertu. On vient, je vois Thésée. Ah, je vois Hippolyte. Dans ses yeux insolents, je vois ma perte écrite. Fais ce que tu voudras, je m'abandonne à toi. Dans le trouble je suis, je ne puis rien pour moi. De retour à Trézène, Thésée trouve le comportement de sa femme bien étrange. La fortune à mes vœux cesse d'être opposée, madame, et dans vos bras, mais... Arrêtez, Thésée, et ne profanez point des transports si charmants. Je ne mérite plus ces 12 empressements. Vous êtes offensés. La fortune jalouse n'a pas en votre absence épargné votre épouse. Indigne de vous plaire et de vous approcher, je ne dois désormais songer qu'à me cacher. De même, le comportement d'Hippolyte est déroutant. Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père, mon fils? Phèdre peut seul expliquer ce mystère, mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir, permettez-moi, Seigneur, de ne la plus revoir. Souffrez que pour jamais le tremblant Hippolyte disparaisse des lieux que votre épouse habite. Œnone vient voir Thésée pour accuser Hippolyte d'avoir fait des avances à Phèdre. Thésée est horrifié, il maudit son fils et appelle sur lui la colère de Neptune, le dieu de la mer. Il est intéressant de voir ici une petite différence entre la version de Racine et l'histoire telle qu'elle est racontée dans l'Antiquité. En effet, chez Euripide et Sénèque, Phèdre calomnie Hippolyte puis se suicide sans avouer sa faute. Racine a voulu atténuer la responsabilité de Phèdre. C'est Œnone qui accuse Hippolyte, et Phèdre avouera son amour coupable à Thésée avant de mourir. J'ai cru que la calomnie avait quelque chose de trop bas et de trop noir pour la mettre dans la bouche d'une princesse, qui a d'ailleurs des sentiments si nobles et si vertueux. Hippolyte vient voir son père pour s'innocenter. Il va même jusqu'à avouer son amour pour Aricie. Je confesse à vos pieds ma véritable offense. J'aime, il est vrai, malgré votre défense. Aricie, à ses lois, tient mes vœux asservis. La fille de Palante a vaincu votre fils, je l'adore, et mon âme, à vos ordres rebelles, ne peut ni soupirer ni brûler que pour elle. Tu l'aimes, ciel? Mais non, l'artifice est grossier, tu te feins criminel pour te justifier. Sors, traître, n'attends pas qu'un père furieux te fasse avec opprobre arracher de ces lieux. Pendant ce temps, Phèdre est prise de remords. Elle vient avouer la vérité à Thésée, mais quand elle apprend qu'Hippolyte est amoureux d'Aricie, la jalousie s'empare d'elle, et elle ne dit rien. Une fois seule, Phèdre réalise à quel point son comportement est honteux. Elle s'emporte contre Œnone qui lui a prodigué de perfides conseils. Tes prières m'ont fait oublier mon devoir. J'évitais Hippolyte, et tu me l'as fait voir. De quoi te chargeais-tu? Pourquoi ta bouche impie a-t-elle, en l'accusant, osé noircir sa vie? Il en mourra peut-être, et d'un père insensé le sacrilège veut peut-être est exaucé. Je ne t'écoute plus, va-t'en, monstre exécrable, va, laisse-moi le soin de mon sort déplorable. On apprendra plus tard qu'à la suite de ces reproches, Œnone s'est suicidé en se jetant dans la mer. Aricie elle-même va plaider l'innocence d'Hippolyte auprès de Thésée, mais c'est en vain. Et comment souffrez-vous que d'horribles discours d'une si belle vie osent noircir le cours? Avez-vous de son cœur si peu de connaissance? Discernez-vous si mal le crime et l'innocence? Craignez, Seigneur, craignez que le ciel rigoureux ne vous haïsse assez pour exaucer vos vœux. Non, vous voulez en vain couvrir son attentat, votre amour vous aveugle en faveur de l'ingrat. Comme le craignait Aricie, la prière de Thésée est exaucée très rapidement. Hippolyte est emporté par un monstre marin. C'est Théramène, son gouverneur, qui rapporte la mauvaise nouvelle et raconte cet événement impossible à mettre en scène au théâtre. Il fait donc ce qu'on appelle une hypotypose, une description qui donne à voir une scène animée et frappante. À peine nous sortions des portes de Trézène, il suivait tout pensif le chemin de Mycène.
Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tomber en mugissant. Excusez ma douleur, cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils, traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler et sa voix les effraie. Il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin après ma mort de la triste Aricie. Scène finale. Phèdre a absorbé un poison et vient avouer toute la vérité à Thésée. Non, Thésée, il faut rompre un injuste silence. Il faut à votre fils rendre son innocence. Il n'était point coupable. C'est moi qui, sur ce fils, chaste et respectueux, osais jeter un œil profane, incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. La détestable nonne a conduit tout le reste. Cette scène finale est comme une pièce de théâtre dans le théâtre, où Phèdre juge sa propre culpabilité. Le regard de Thésée se superpose au regard du spectateur, qui assiste avec un mélange de terreur et de pitié à la mort de Phèdre. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir mon commentaire vidéo sur ce passage. Que peut-on dire du destin de Phèdre ? Jusqu'au dernier moment, elle aura essayé de lutter contre sa faute, sans parvenir à échapper à la malédiction de Vénus. On peut trouver dans cette fatalité les traces du jansénisme de Racine. En effet, Racine a fait toute son éducation dans l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, qui se trouve dans la vallée de Chevreuse. Dans cette abbaye, les religieux étaient jansénistes, c'est-à-dire qu'ils enseignaient la pensée de Cornelius Jansen. Cornelius Jansen était l'évêque d'Ypres, en Belgique. Lors d'une controverse avec les jésuites, il défend l'idée que l'homme n'a pas la liberté de sauver son âme. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Dieu aurait choisi à l'avance ceux qui seront graciés et ceux qui ne le seront pas. Cette idée s'oppose au libre arbitre, la doctrine officielle du catholicisme, selon laquelle l'homme peut racheter ses péchés par sa conduite. Le théâtre était fort mal vu par les jansénistes. L'un des anciens maîtres de Racine, messire Pierre Nicole, avait dit « Le dramaturge est un empoisonneur public, non des corps mais des âmes des fidèles ». Dans sa pièce, Racine répond à son ancien maître et prouve que le théâtre peut au contraire transmettre des idées morales, nobles et élevées. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Laissez-moi des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Facebook et Twitter. Au revoir.